Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité en principauté. À moins d'un mois avant le début du 46e Festival du cirque de Monte-Carlo, Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie nous parlera de ce que représente ce 50e anniversaire d'un festival voulu et créé par son père, le prince Régnier III. L'Africa Eco Race part ce samedi de Monaco. Nous avons assisté au dernier réglage technique depuis Menton et Thierry Scharf, un des organisateurs de ce rallye raid, sera notre invité pour nous parler de la 15e édition de cette course automobile, environnementale et humaine. Et enfin, Émilie Rousseau vous donnera quelques idées pour préparer votre repas du Nouvel An avec uniquement des produits du marché. Débutons ce journal avec les 50 ans du Festival international du cirque de Monte-Carlo, un événement créé par le prince Régnier III et présidé aujourd'hui par sa fille, la princesse Stéphanie. Le festival marquera la fin de l'année de commémoration du centenaire du prince bâtisseur, un symbole fort tant le souverain était passionné par les arts du cirque. L'exposition Le Prince au cœur du cirque vient d'ailleurs d'être prolongée jusqu'au 11 février à l'ancien musée de l'automobile. Fabien Bonilla est allé rencontrer Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. On fête cette année les 50 ans du festival à Monaco, qui a été créé en 1974. Et de voir l'ampleur que ça a pris au fil des années. Donc on déambule en fait dans un chapiteau, derrière un chapiteau, dans les coulisses, et avec plein de costumes magnifiques, plein de vidéos sur l'histoire du festival, et toujours mêlé à cet homme qui a sauvé le cirque, vraiment. Et justement, cet homme qui a sauvé le cirque, est-ce qu'il s'impliquait dans la programmation, et si oui, à quel point ? Ah oui, ça, il n'y a pas un détail du festival, du premier au dernier qu'il a fait. Il n'y a rien qui lui échappait. Tout était planifié. Il sélectionnait les numéros, voyait la mise en place. Il était là pour l'arrivée des artistes, des animaux, voir si c'était bien installé. Non, il était très très exigeant. Et il voulait montrer vraiment au monde entier le cirque. La suprématie du cirque, voilà, les meilleurs numéros de cirque qu'on puisse voir. Une personne aussi importante dans ce festival, c'est le docteur Alain Frère. Qui est-il ? Le docteur Alain Frère est un pionnier du festival, et il a fait le pari avec le prince Régnier pour créer ce festival. Lui, un passionné aussi. Et donc, il l'a accompagné dès le début pour monter ce magnifique festival, et il est toujours là parmi nous, et c'est un historien, on l'appelle la Bible du cirque en fait, et d'ailleurs dans l'exposition beaucoup d'archives font partie de son musée privé, et les costumes aussi, et donc voilà, donc c'est un hommage aussi à cet homme qui a cru au rêve du prince de faire un festival, et qui est encore là avec nous. Au niveau de l'exposition, j'imagine que là aussi, vous-même, vous étiez très impliqué. Ah oui, je suis co-commissaire de l'exposition. Et avec Charlène Drey, là on a vraiment fait, c'est une passionnée aussi. Je pense qu'on peut parler et faire une expo sur le cirque si on est passionné, et qu'on a le cirque qui coule dans ses veines, et qu'on le montre alors de la manière dont il faut qu'il soit montré. Et parce que aussi, voilà, je suis animée de la même passion que mon père, et donc voilà, j'étais là aussi au premier festival, et j'ai toujours suivi mon père dans tous les cirques à travers le monde et au festival, et donc maintenant j'ai repris son rôle aussi dans la sélection des numéros, dans toute l'organisation du festival. Charlène Drey, elle a fait un boulot magnifique, parce qu'elle a compris la manière dont je voulais que cette expo soit faite. Et elle a compris ce qui était dans ma tête, ce qui est évident, et comment je la voyais. Et c'est exactement comme ça que je voulais que la passion de mon père soit présentée avec tous ses souvenirs. Et voilà. Justement, dernière question, de quelle manière le Festival du cirque va rendre hommage à votre papa ? Ah ça, c'est des surprises, je ne peux pas tout dire. Mais c'est comme un grand merci du monde du cirque d'avoir pris ce pari, de s'être battu pour que le cirque soit reconnu, et que les gens de cirque soient reconnus et respectés. Le combat, je continue à le mener, parce que c'est pas gagné, c'est pas fait. Donc on se bat encore pour que le cirque soit reconnu comme tel. C'est le seul spectacle vivant ou intergénérationnel, quoi. Il n'y a pas de tricherie, c'est du direct, et c'est des gens qui se donnent
pour donner du bonheur aux gens et du rêve aux gens, et qui font des sacrifices énormes, un travail énorme pour mettre des étoiles dans les yeux des gens. Et je crois que de nos jours, c'est un spectacle qui doit continuer, qui doit vivre encore de longues années. Et pour vous mettre dans le bain, déjà retrouvez le show de l'année dernière, celui de la 45e édition du Festival du Cirque de Monte-Carlo, en diffusion sur Monaco Info ce samedi à 15h. Ce samedi, il y a aussi le départ de l'Africa Eco Race depuis Monaco. Avant de partir pour 3 semaines de périple, il a fallu évidemment effectuer toutes les dernières vérifications mécaniques et administratives. Depuis Menton, Frédéric Elion, Arnaud Imbert et Louis Borgia. Jamais. C'est une formalité à passer pour tous les équipages avant le grand départ de la 15e édition de l'Africa Eco Race. Les vérifications techniques se sont déroulées à partir de 14h à Menton. Elles se font en 2 parties avec d'un côté les vérifications moto et de l'autre celles pour les autos et les camions. C'est voir toute la voiture avec différents stades, savoir si la voiture d'abord est conforme au règlement au niveau mécanique et ensuite surtout tous les organes de sécurité comme bien sûr l'arceau, les sièges baquets et ainsi de suite. Ça va des vêtements obligatoires inifugés, donc en gros des chaussettes jusqu'à la voiture complète. Donc on check absolument tout, y compris les extincteurs, les réserves d'eau et tout. Les vérifications techniques permettent aussi de valider la catégorie dans laquelle la voiture va rouler en fonction des différents groupes et classes. En ce qui concerne les camions, elles débutent en amont lors de la construction du véhicule avec une quinzaine de visites. Moi, ma fonction, c'est d'aller chez les préparateurs et de suivre l'évolution parce qu'il y a des choses qui doivent être faites au départ, qui seront cachées ensuite et que je ne pourrai pas voir le jour des vérifications techniques. Donc on valide le véhicule et ensuite ici on fait juste de la vérification de la première vérification. Voilà. Et pour les voitures c'est un petit peu pareil, c'est plus facile quand même de valider les voitures directement chez le propriétaire. Depuis la première édition en 2009, aucun équipage ne s'est vu refuser le départ de l'Africa Eco Race après les vérifications techniques. Et pour parler globalement de cette course qui rend hommage aux origines du rallye raid, nous recevons ce soir Thierry Scharf, le responsable de la communication et de la logistique de l'Africa Eco Race. Bonsoir Thierry Scharf. Bonsoir. Les vérifications techniques avaient lieu ce matin à Menton. Tout s'est bien passé, aucun problème ? Bon, non, oui, tout s'est bien passé. Hein. C'est comme tout événement, c'est une mise en route. Hein. Les vérifications techniques et administratives, c'est toujours un moment important. Des vérifications bien réussies, c'est un rallye qui débute bien. Et donc, voilà, il y a de la ferveur. Tout le monde est content de se retrouver. Hein. Les membres de l'organisation, les compétiteurs, enfin, tout. C'est vrai que c'est une belle émulation et c'est toujours un moment assez sympa. Organiser une 15e édition de l'Africa Eco Race, c'est déjà, j'imagine, pour vous une réussite ? Oui, c'est une réussite, effectivement, parce qu'après les années compliquées qu'on a connues à cause notamment du Covid, hein, il y a eu des reports, il y a eu des annulations. Là, on a redémarré sur les dates initiales de l'Africa Eco Race, de début d'année. Donc oui, c'est déjà une petite victoire. Ouais. Alors parlez-nous de cette édition, qu'est-ce qu'elle représente en termes de participants ? C'est le plateau à peu près habituel. On a une caravane de 600 personnes quand même, hein, entre organisation, médias, assistance, compétiteurs. Avec cette année une petite différence, on a un gros transfert qui se fait. Vous savez qu'on a la compétition et on a le raid qui est organisé en parallèle. Raid moto, raid auto et raid camion. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la contrainte du chronomètre, ils font le parcours mais en balade entre guillemets. Et donc on a un gros transfert cette année sur le raid avec de nombreux participants et ça c'est plutôt sympa parce que c'est un peu un retour aux sources de ce qu'étaient les rallyes tout-terrain au départ. Pour rejoindre Dakar en partant de Monaco, où est-ce qu'on passera ?
Eh bien, on va partir donc de Monaco demain, samedi 30, le soir à 19h, avec un beau podium sur le quai Antoine Ier pour une belle mise en route. On présente tous les concurrents. Ensuite, le lendemain matin, eh bien, on a une liaison libre vers Sète, la ville de Sète, où il y aura un embarquement sur le ferry du GNV. Donc, et puis 36 heures de traversée, l'occasion à bord de faire les briefings, de se mettre en route un petit peu plus au niveau de la compétition. Et puis on débarque à Nador donc le mardi 2 janvier au matin à 5h, après un petit déjeuner sur place. C'est parti pour 5 jours au Maroc et puis 7 jours en Mauritanie et l'arrivée au Lacrose au Sénégal. Alors il y aura une belle bataille moto avec les présences des usines Yamaha et Aprilia, mais aussi Absolument. un petit nouveau, Harley Davidson. Oui, alors ça c'est c'est un petit nouveau, c'est plutôt un gros nouveau, parce que c'est un gros costaud pour emmener l'Harley sur les pistes d'Afrique. Il risque d'avoir un peu de boulot quand même, parce que c'est pas vraiment une machine qui est bien adaptée, mais en tout cas c'est une belle expérience, c'est une nouveauté et voilà, comme toutes les nouveautés, on va suivre ça de très très près. L'Africa Eco Race, c'est bien plus qu'un rallye raid, il y a aussi des aspects environnementaux et humains très forts. Oui, on essaye de laisser des traces que de pneus de notre passage. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est déchets, évidemment. On produit notre énergie le plus possible. Par exemple, sur les lignes d'arrivée et de départ, on a des véhicules équipés de panneaux solaires pour ne pas faire tourner de groupe électrogène. On essaye vraiment de laisser la plus petite empreinte possible de notre passage en Afrique. On a des bivouacs dans des endroits souvent magnifiques et il n'est pas question d'impacter l'environnement évidemment, et on n'a pas d'avion non plus, on n'a que des petits ULM pour faire les relais radio, on n'a pas d'avion gros porteur, on n'a rien du tout, on fait tout le trajet par la route et voilà, et on encourage les catégories électriques, les catégories hybrides et compagnie. Ça a toujours été le mot d'ordre de l'Africa Eco Race, c'était de laisser la plus petite impact possible de notre passage en Afrique. Et puis en parallèle, il y a aussi une mission humanitaire avec ce partenariat avec l'AMAD également. Absolument, il y a le partenariat avec l'AMAD. On fournit des lampes solaires depuis plusieurs années à des petits écoliers africains pour qu'ils puissent travailler le soir dans leur village, dans leur case, et puis qui sont souvent dépourvus d'électricité. Et puis aussi, il y a eu plein de choses. On a planté des arbres, on a fourni des panneaux solaires à des associations, à Nouakchott par exemple. On a beaucoup de gens aussi, de participants qui nous confient, que ce soit en organisation ou en course, qui nous confient des colis qu'on charge dans les camions d'organisation et qu'on distribue dans les villages à notre passage. Ce rallye est-il à proprement parler un hommage direct à Thierry Sabine, le fondateur du Paris-Dakar ? En tout cas, on est sur les traces de Thierry Sabine. Vous savez, quand le Dakar a quitté l'Afrique à l'époque, ce sont les fédérations et les pays qui sont rapprochés à l'époque de Jean-Louis Schlesser, d'Hubert Auriol et de René Medj pour créer cette Africa Eco Race il y a maintenant 15 éditions. Et oui, le but, c'est de rester dans l'esprit de ce qu'avait fait Thierry Sabine à l'époque. Et quand on dit qu'on est dans les traces de Thierry Sabine, évidemment, on le fait avec l'autorisation de la famille de Thierry Sabine et on le fait vraiment en respectant le plus possible sa mémoire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 15e édition ? Est-ce que vous avez des objectifs en tant qu'organisateur ? Oui, les objectifs de l'Africa Eco Race, c'est toujours d'amener le maximum de personnes, de concurrents à Dakar, de les accompagner le plus possible. On souhaite évidemment qu'il y ait le moins de problèmes, le moins d'accidents possible, que tout le monde arrive au Lacrose en bonne santé, en bonne forme. Et puis on croise les doigts aussi au niveau du climat, parce que vous savez que même l'Afrique est impactée un petit peu par le changement climatique, le bouleversement climatique. Notamment, le désert mauritanien n'a jamais été aussi vert. Il y a eu beaucoup de pluie en Mauritanie. Donc on espère toujours, quand on s'en va comme ça pour une aventure de 6000 km et 15 jours, d'avoir la meilleure météo possible pour pas être embêté, être obligé d'annuler des étapes et voilà, que ça se passe bien. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup Thierry Scharf d'avoir été avec nous. Merci à vous. En bref, dans l'actualité, on l'a appris aujourd'hui, Mathieu Strazel est sélectionné au All-Star Game 2023 de la LNB en remplacement de Nando De Colo blessé. Le jeune meneur monégasque s'est fait remarquer ces 2 derniers mois avec 15 points de moyenne et il est aussi cette saison le joueur le plus utilisé en championnat de France par Sacha Obradovic avec 24 minutes jouées par match. Le compte à rebours est lancé J-2 avant de passer à la nouvelle année.
Un moment durant lequel on aime éveiller nos papilles et proposer un menu qui sort de l'ordinaire. Le reportage qui va suivre va sûrement aider ceux en manque d'idées. Bonsoir Émilie Rousseau. Nous vous avons lancé le défi d'établir un menu de fête à savourer en famille ou entre amis. Oui, et nous avons ciblé un lieu bien particulier pour notre menu de fête, c'est le marché de la Condamine. Plus précisément, c'est Halle, car il y a plusieurs enseignes qui vont pouvoir nous aider à composer ce menu des fêtes, de l'apéro jusqu'au dessert. Et pour l'apéro, nous vous proposons un voyage culinaire entre modernité et tradition. Et il faut dire qu'il y a le choix dans les halles du marché, entre les entrées libanaises, savoureuses et gourmandes de chez Mezzedeli, l'incontournable Soca de chez Roger, ou encore les spécialités espagnoles proposées par El Mercado by 3 Tapas. Les options sont nombreuses. Et bonjour, nous, notre spécialité, c'est le jambon pata negra. Voilà, c'est un jambon qui revient d'Extremadura. Côté ouest de l'Espagne et qui est élevé en nature, 100% bellota sous les chênes, donc il a un élevage depuis ses 6 mois dans la nature, il grandit tout seul et ce qui donne une qualité exceptionnelle, voilà, qui est de très bonne, un gras qui est très bon, voilà, qui n'est pas très fort. En bouche par contre on a un bon goût de noisette et qui permet donc de démarrer un repas tranquillement, ça atténuant, accompagné d'un petit vin, ça peut être très sympa. Place ensuite à notre plat principal. Pour cela, nous avons choisi une viande d'exception, car le réveillon de la Saint-Sylvestre est souvent l'occasion de goûter des mets hors du commun et de se faire plaisir. Ça tombe bien, c'est la spécialité de la boucherie La Réserve. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les saveurs. On va pouvoir proposer la volaille locale de chez Eric qui vient de Pérelas. C'est le fermier, c'est Terre de Toine. C'est une volaille qui est juste extraordinaire, c'est une race bleue, elle est nourrie sans OGM, au grain, en plein air et sans antibiotiques. C'est une des meilleures volailles locales qu'on peut trouver, pour pas dire la meilleure. Ensuite, sur de l'agneau, on va pouvoir partir sur de l'agneau Natural Farm. C'est un agneau pareil, élevé sur herbe, c'est une merveille. Et pour tout ce qui est viande rouge, je conseille le sashi. On est sur un bœuf élevé sur herbe d'origine finlandaise, et dont un qui a une particularité qui nourrit avec 400 grammes de chocolat par jour. Donc ça donne un goût très particulier, un maigre un peu plus important et c'est à goûter, c'est pas mal. Pour le fromage, là on se laisse conseiller par le coin du fromager. Alors pour ces fêtes de fin d'année, nous avons préparé un assortiment complet de toutes les familles de fromages. En particulier, nous orientons sur le brie truffé que nous faisons maison, qui a un fort succès. Et puis après, on va avoir aussi pas mal de pâtes pressées cuites, donc des Beaufort d'alpage, des gruyères d'alpage, et puis le dernier roquefort artisanal français de la maison Carl, et bien d'autres choses dans notre assortiment de 130 fromages. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, vous proposez aussi des bières qui peuvent accompagner le fromage. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté que nous avons créée cette année avec un ami d'enfance. Et on s'est dit de casser un peu les codes qui étaient le vin fromage avec bière fromage. Et donc nous avons sorti notre première collection avec blanche, blonde et brune qui vont venir accompagner les fromages. En dessert, la traditionnelle bûche est un incontournable au chocolat ou à la châtaigne mandarine de chez Mitron, la boulangerie artisanale de Moro-Colagreco. Voilà, j'espère qu'on aura pu vous aiguiller pour composer votre menu des fêtes. En tout cas, vous avez pu vous en rendre compte. Il y a plusieurs possibilités qui vous sont offertes aux halles du marché de la Condamine pour bien profiter des fêtes à table. Merci Émilie pour toutes ces belles idées. Et le réveillon du Nouvel An, c'est aussi l'occasion de se faire beau ou belle pour une soirée mémorable. Le look doit être soigné et ce jusqu'au bout des ongles. Et pour cela, Christine Datomel a une adresse pour vous. Oui, aujourd'hui, c'est dans l'antre de la beauté que l'on se retrouve. Je vous emmène chez Cristal Esthétique, un institut qui a ouvert ses portes il y a déjà 30 ans de cela sur Fontvieille. Ici, on aime prendre soin de vous et vous chouchouter. Ça date de 1993. Où ma fille a commencé à se mettre dans le bain immédiatement après ses petites études d'esthétique. Et je lui ai aidé un petit peu à lancer un petit peu la chose et elle compte quelquefois sur moi aussi un petit peu pour faire certaines choses, mais tout marche bien, tout va très bien.
On a commencé dans un petit trou de, je crois, 30 mètres carrés, quelque chose comme ça, où nous étions déjà où elles étaient 2 ou 3 à travailler. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, elle s'est agrandie dans ce local et même un autre en face. Et elle se retrouve à la tête de 140 mètres carrés avec pas mal d'esthéticiennes et beaucoup de travail. L'accueil est aussi familial. On essaie toujours d'être très proche de nos clientes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement à Cristal Esthétique? De l'épilation, du modelage, des soins des mains, des pieds, du maquillage aussi, et beaucoup d'onglerie. On a une équipe qui est très homogène, très soudée, et tout le monde travaille très bien. Franchement, là, on est au top du top dans le personnel. Elles sont 5 et la patronne, Karine, qui travaille aussi, donc ça fait 6. Et on va peut-être avoir encore quelqu'un d'autre parce qu'on a un besoin urgent de prothésistes et autres choses. Voilà. Qu'est-ce qui se demande le plus? Les ongles, les soins visage. Et puis l'été, à partir d'avril jusqu'à septembre, alors les mains, les pieds, voilà. Et la couleur, alors s'il y a une couleur qui marche le mieux, c'est laquelle? Ça dépend de la saison, parce qu'il apparaît toujours des nouveautés dans les couleurs, et alors tout de suite, allez, on va essayer. À chacun sa couleur, à chacun sa saison. Surtout, n'oubliez pas de bien réserver quand vous venez chez Cristal Esthétique. L'Institut vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 14h. Quelques idées de sortie à présent pour cette fin d'année. Nous l'avons évoqué hier, la pièce Naïs se joue actuellement au Théâtre des Muses. Il s'agit d'une adaptation sur scène du film de Marcel Pagnol. L'Opéra de Monte-Carlo propose Le Fantôme de l'Opéra avec 2 représentations à 15h et 20h samedi et dimanche. Du côté des ballets de Monte-Carlo, c'est Carmen de Johann Inger qui est à l'affiche du 30 décembre au 4 janvier. Un ballet dans lequel les danseurs sont accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, concernant le réveillon uniquement, vous pouvez le passer au marché de Noël où une soirée avec DJ est organisée au milieu des chalets, ou bien allez voir du côté de la SBM qui propose une soirée spéciale autour d'un spectacle musical en hommage au groupe ABBA. Vous savez tout, maintenant voyons les tendances météo pour ce dernier samedi de l'année avec Frédéric Hélion. Avec un soleil beaucoup plus présent, les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés samedi 30 décembre. Ce sera à la Saint-Roger. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Quittons-nous avec les plus belles photos de la Principauté de Monaco prises cette année par nos photographes de la direction de la communication. On se retrouve demain, passez une excellente soirée.